Un de mes abonnés m'a conseillé de montrer un peu plus souvent ma tête dans mes vidéos. Et voilà, je vais donc suivre son conseil. Cette vidéo-ci va traiter de la vitesse de la lumière. Je pensais à l'origine qu'elle serait relativement facile à réaliser. Et puis finalement, elle m'a donné beaucoup plus de fil à retordre que je ne le pensais à l'origine. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Alors ce que je voulais faire au départ, c'était une vidéo très courte qui se serait contentée de reprendre les vulgarisations habituelles pour ce sujet. On aurait dit que l'expérience de Michelson et Morley avait prouvé en 1887 que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Et qu'Einstein en avait déduit en 1905 la théorie de la relativité restreinte. Alors, cette manière de dire les choses n'est pas complètement fausse, comme on va le voir, mais elle est quand même très simplifiée. Sans doute trop. Et la préparation de cette vidéo m'a amené à en discuter avec un public assez vaste, entre autres sur Quora, comme sur Wikipédia, deux sites auxquels je contribue assez régulièrement. Et j'ai eu la surprise de découvrir à quel point cette manière simplifiée de raconter l'histoire des sciences peut conduire à des malentendus parfois importants. Et même tellement importants qu'ils débouchent parfois sur du complotisme pur et simple. Je vais donc faire une vidéo qui sera un peu plus longue que ce que j'avais prévu initialement. Alors oui, j'ai employé le mot de complotisme et je l'assume. En effet, j'ai rencontré des gens qui s'emparent des approximations inévitables dans toute vulgarisation pour élaborer leur propre interprétation des choses. Cette interprétation personnelle des choses, ils vont parfois jusqu'à l'appeler leur théorie. Bon, c'est assez banal, ils ignorent qu'en science, et surtout dans la langue française, contrairement à ce qui se passe en anglais, ce qu'on appelle une théorie, c'est bien plus qu'une simple hypothèse personnelle. Enfin, tout ça n'est pas très grave. Notons quand même qu'il ne peut pas exister de théorie personnelle dans les sciences modernes. C'était peut-être possible dans l'Antiquité, et encore on est en droit d'en douter, mais ça n'est à coup sûr plus possible dans les sciences modernes, où les théories sont toujours des constructions collectives qui sont soumises à la nécessité d'un assez large consensus entre de nombreux spécialistes du sujet, et soumises aussi au verdict de l'expérience. Alors, une réflexion personnelle, aussi intelligente qu'elle puisse être, tant qu'elle n'est pas validée par un nombre important de spécialistes du sujet, et surtout par des résultats d'expériences conduites selon les règles de l'art, ça n'est que ça n'est qu'une opinion personnelle et pas une théorie scientifique. Alors, toute cette méprise de vocabulaire n'est pas grave du tout finalement, tant que ça reste fait en connaissance de cause et avec un minimum de modestie. Après tout, on a tout à fait le droit, comme le faisait par exemple Salvador Dali, d'imaginer que la gare de Perpignan est le centre de l'univers. D'autant plus que la gare de Perpignan est un référentiel tout aussi valable que n'importe quel autre. Dali est même allé plus loin dans sa recherche d'un mysticisme corpusculaire. Mais pourquoi pas ? Personnellement, j'aime beaucoup la poésie, la science-fiction et le surréalisme. Simplement, je ne les mélange pas avec les connaissances scientifiques qui découlent d'une démarche expérimentale. Le gros des problèmes survient, de mon point de vue, lorsque le surréalisme conduit à la paranoïa. Et au passage de ça, Dali en était tout à fait conscient. Puis de la paranoïa au complotisme pur et simple. Parce que c'est bien jusque-là que finissent de glisser certains
des originaux que j'ai rencontrés. Ils sont victimes d'un processus cérébral qui est tout aussi courant que redoutable et qu'on appelle parfois le biais de confirmation. Leur cerveau est incapable de renoncer à ce qu'ils appellent leur théorie, ce qui les conduit à refuser catégoriquement toutes les contestations. Alors au départ, ils peuvent avoir l'air très raisonnables dans leur contestation de la relativité, et d'ailleurs, ils s'appuient parfois sur des auteurs dont les objections étaient tout à fait sérieuses dans les années 1920. Seulement, ces raisonnements qui étaient sérieux dans les années 1920 ont depuis largement été démentis par les résultats de nombreuses expériences, si bien que plus aucun physicien ne les considère comme encore valides de nos jours. Mais nos originaux, eux, plutôt que d'admettre que le résultat des expériences leur donne tort, ils préfèrent continuer à contester ces résultats. Et comme dans ces résultats, il y a maintenant des choses aussi courantes que l'existence des bombes atomiques, ou le fonctionnement des centrales nucléaires, ou celui des GPS qu'on utilise presque tous les jours, et que leurs théories personnelles ne parviennent pas à expliquer tout ça, alors ils préfèrent affirmer que tout ça n'existe pas, et que nous sommes tous victimes d'un gigantesque complot mondial de la, j'ouvre les guillemets, science officielle, complot qui vise à cacher à l'humanité les vérités qu'ils pensent avoir découvertes tout seuls dans leur coin. Et voici comment, après être passé de la rêverie poétique personnelle à la créativité surréaliste, faute de modestie et de savoir s'arrêter à temps, un biais cognitif par ailleurs tout à fait banal les conduit jusqu'à la paranoïa, puis au complotisme le plus profond. Mais je vais m'arrêter là sur cette question du complotisme et de ses mécanismes. Cette série de vidéos n'est pas faite pour en discuter. Et j'annonce d'ailleurs par avance à ce sujet que je supprimerai tous les commentaires dans cette vidéo parce que ça n'est pas ici le lieu de discuter du complotisme. Cette série n'est pas faite pour ça. Alors bien sûr, on a parfaitement le droit de critiquer la science officielle, puis même, après tout, c'est très sain de le faire, mais c'est juste que ici, on ne fait que ça, de la science officielle, et ça ne prétend pas faire autre chose. Si vous voulez critiquer la science officielle, si vous voulez plus sérieusement approfondir les discussions philosophiques sur la méthode expérimentale et sur la théorie de la connaissance, ou bien si vous souhaitez explorer les univers surréalistes, pataphysiques, de science-fiction ou de la post-vérité post-moderne, après tout, c'est très intéressant aussi. Il y a plein d'endroits très intéressants pour faire ça, mais c'est pas le sujet ici. Alors, revenons maintenant à nos moutons, à savoir ce que dit la science officielle au sujet de la vitesse de la lumière. Dans un premier temps, on va voir ce que dit la science et la manière dont elle le prouve. Et on consacrera une autre partie ensuite à la manière dont tout ça a été découvert. Et on verra en quoi ça a été plus compliqué et plus long que ce qu'on imagine parfois. Alors voilà, la science affirme que la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels, à savoir 299 792 458 mètres par seconde, soit un tout petit peu moins que 300 000 km par seconde, qui est le chiffre qu'on donne habituellement. Alors, c'est une affirmation extrêmement curieuse, parce que c'est parfaitement contre-intuitif. Pourquoi ? Eh bien, imaginons que vous soyez au bord d'une route, et que vous regardiez passer une voiture en train de rouler à 299 792 457 mètres par seconde. Autrement dit, 1 mètre par seconde moins vite que la vitesse de la lumière. Bien sûr, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, le conducteur de la voiture, lui, pourra parfaitement affirmer qu'il est immobile et que c'est vous, l'arbre et tout le reste, qui venez à sa rencontre à la vitesse de 299 792 457 mètres par seconde. Imaginons maintenant
que le conducteur allume ses phares. Il verra la lumière de ses phares s'éloigner de lui à la vitesse de la lumière. Bon, ok, pour ça, il faut aussi imaginer que tout ça se passe dans le vide, sinon la lumière serait un peu ralentie par l'air ambiant, mais enfin bon, vous avez compris le principe, c'est une expérience de pensée. Alors, prenons le temps de bien regarder. Dans le référentiel de la voiture, le paysage se rapproche de lui, presque à la vitesse de la lumière, juste 1 mètre par seconde de moins, et la lumière s'éloigne de lui en sens inverse, à la vitesse de la lumière. Dans cette affaire, personne, ni le paysage qui se rapproche de lui, ni la lumière qui s'éloigne de lui, ne dépasse la vitesse de la lumière. Plaçons-nous dans le référentiel de la personne qui est au bord de la route maintenant. Elle voit la voiture se rapprocher d'elle à presque la vitesse de la lumière. Et elle verrait aussi la lumière des phares s'éloigner vers la droite à la vitesse de la lumière. Mais attendez, ça veut dire que dans le référentiel de la route, la lumière ne s'éloigne de la voiture seulement qu'à 1 mètre par seconde. Oui, tout à fait. Dans le référentiel qui considère que la voiture est immobile, le paysage se rapproche de la voiture à 1 mètre par seconde de moins que la vitesse de la lumière, et la lumière s'en éloigne en sens inverse à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse normale et constante de la lumière. Et dans le référentiel de la route, la voiture se rapproche à presque la vitesse de la lumière, et la lumière se déplace à la vitesse normale et constante de la lumière. Tout le monde est d'accord sur ces deux vitesses. Leur vitesse relative l'un par rapport à l'autre, et ça c'est conforme au principe de la relativité galiléenne, et aussi la vitesse constante de la lumière, conformément à la loi de constance de la vitesse de la lumière. Mais par contre, ils ne sont plus du tout d'accord sur la vitesse à laquelle la lumière s'éloigne de la voiture. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui se trompe ? Eh bien non, ils font parfaitement leurs mesures tous les deux, et ça sans aucune erreur. Les deux premières vitesses sont bien identiques, conformément aux principes fondamentaux de la relativité, alors que la troisième, elle est relative. Elle dépend de la manière dont celui qui fait la mesure se rapproche ou pas de la voiture. Alors bien sûr, la réalité de ce phénomène a été extrêmement difficile à prouver expérimentalement, parce que c'est pas demain la veille qu'on pourra fabriquer des voitures aussi rapides. Sans compter d'ailleurs que mesurer la vitesse de la lumière, ça n'est pas une mince affaire. Mais de nos jours, dans les accélérateurs de particules, les physiciens le vérifient désormais quotidiennement. Non pas avec des voitures évidemment, mais avec des noyaux d'atomes ou d'autres sortes de particules. Alors, comme promis, je vais être maintenant un peu plus complet dans cette vidéo qu'on l'est habituellement dans ce genre de vulgarisation, et on va regarder ensemble d'un peu plus près l'histoire de ces découvertes. Alors tout d'abord, remarquons que ce que nous venons de voir et tout ce qui suit, qui sera encore plus surprenant, a fait l'objet d'énormément de polémiques dans la première moitié du XXe siècle. Et ces polémiques, on peut les classer en deux catégories. Il y a les controverses sur la paternité de la théorie de la relativité, et puis il y a eu les controverses sur la validité de cette théorie. Alors commençons par celle sur la paternité. Elles sont liées parfois à de vieux préjugés idéologiques, mais souvent aussi à une incompréhension qui trouve son origine dans les simplifications abusives des vulgarisations. Tout d'abord, il n'est pas vrai qu'Einstein aurait été une sorte de génie solitaire. Einstein était parfaitement au courant des découvertes de son époque. Et il n'est pas vrai non plus que ce serait la célèbre expérience de Morley et Michelson en 1887 qui aurait révélé une fois pour toutes et d'un seul coup que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels.
Comme le mentionne Serge Haroche, Einstein a travaillé sur sa théorie de 1905 de manière purement théorique. Et il ne semble pas qu'il ait particulièrement remarqué les résultats de l'expérience de Morley et Michelson. D'autant que ces résultats n'ont pas été immédiatement acceptés par toute la communauté des physiciens. De nos jours, on a tendance à présenter les choses de cette manière parce que si Einstein avait eu totalement confiance dans le résultat de cette expérience, ça aurait rendu l'histoire beaucoup plus facile à raconter. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé historiquement. Il n'est pas vrai non plus qu'Einstein aurait été le premier ou le seul à penser que la vitesse de la lumière pouvait être constante dans tous les référentiels. D'autres scientifiques l'ont fait avant lui, car les découvertes sur l'électromagnétisme pointaient déjà dans cette direction. Il n'est pas vrai non plus qu'Einstein aurait déduit le fait que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels. Il en a fait l'hypothèse, comme beaucoup d'autres à la même époque, et surtout, il en a tiré, peut-être plus que d'autres, toutes les conséquences. Et enfin, au final, ce sont les expériences qui ont été réalisées par la suite, et elles seules, qui ont prouvé qu'Einstein, mais aussi Maxwell, Poincaré, Lorentz et quelques autres avaient raison. Ce ne sont pas leurs raisonnements abstraits qui ont prouvé quoi que ce soit. En particulier, à l'époque où il travaillait, beaucoup de ces physiciens savaient déjà qu'il y avait quelque chose de particulier avec la vitesse de la lumière. Non pas dans le vide, mais dans le milieu dans lequel on imaginait à l'époque que la lumière se propageait et qu'on appelait l'éther luminifère. Alors on va regarder ça d'un peu plus près parce que ça en vaut la peine. Le problème vient des équations de Maxwell sur l'électromagnétisme. Ces équations décrivent très bien la manière dont se propage la lumière. Mais il y a quelque chose qui justement semble avoir fait beaucoup réfléchir Einstein et ses collègues. Selon les équations de Maxwell, la lumière se propage parce que les champs électriques, ici en bleu, se déplacent, ce qui produit des champs magnétiques. Ces champs magnétiques, ici en rouge, se déplacent à leur tour, ce qui produit en retour des champs électriques. Et Einstein et quelques autres ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas avec le principe de la relativité galiléenne. Pourquoi ? Eh bien, imaginons que je me déplace à côté de la lumière, à la même vitesse qu'elle. Dans ce référentiel-là, l'onde lumineuse ne bougerait donc plus. Si elle ne bouge plus, selon les équations de Maxwell, le mécanisme d'auto-entretien doit cesser. Et il y a quelque chose qui ne va pas, parce que dans ce cas-là, la lumière doit s'arrêter. À moins, bien sûr, qu'il ne faille prendre en compte la vitesse de la lumière par rapport au milieu particulier qui la transporte, le fameux éther luminifère, et pas par rapport à n'importe quel référentiel. Mais dans ce cas-là, si cet éther luminifère remplit tout l'univers, alors j'ai un moyen de savoir qui est-ce qui bouge et qui est-ce qui ne bouge pas. Et c'est tout le principe de la relativité galiléenne qui s'effondre, au moins pour ce qui concerne les phénomènes électromagnétiques. Or, ce principe donne jusqu'ici d'excellentes prévisions. Il n'y avait donc aucune raison de l'abandonner aussi facilement. De plus, toutes les tentatives pour essayer de mesurer des vitesses relativement à cet éther luminifère donnaient toutes des résultats négatifs. Il semblait bien, comme le diront certains scientifiques de l'époque, que toute la nature conspirait pour nous empêcher de comprendre pourquoi la vitesse de la lumière restait constante, même quand on allait dans la même direction qu'elle. Et donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Le principe de relativité et la constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels, ça a l'air contradictoire. Mais d'un autre côté, ils ont l'air d'être vérifiés tous les deux par l'expérience. Et on ne trouve pas comment modifier l'un ou l'autre pour les rendre compatibles. Alors, ce qui va rendre la contribution d'Albert Einstein décisive dans cette recherche, ça va être qu'il va postuler qu'il n'y a en fait aucune contradiction. Pour lui, il fallait accepter à la fois
le principe de relativité et la constance de la vitesse de la lumière. Et puis ensuite, il fallait accepter toutes les conséquences de ça comme étant des lois de la nature, même quand ces conséquences semblaient complètement absurdes. Pour lui, il n'y avait rien de contradictoire, c'est juste qu'il fallait accepter comme vrai toutes les conséquences bizarres qui découlaient de ces deux principes si on les prenait ensemble. La théorie de la relativité restreinte, celle de 1905, celle dont on parle en ce moment, n'est donc pas radicalement différente de ce que beaucoup de physiciens à l'époque imaginaient déjà. Tout était déjà prêt pour la recevoir. Et d'ailleurs, Einstein lui-même ne dira jamais le contraire. Ce sont les vulgarisations grand public qui ont fait de lui le père unique de la relativité restreinte de 1905. Mais lui-même n'a jamais prétendu une chose pareille. Les choses seront assez différentes en revanche pour sa théorie de la relativité générale, celle de 1915, 10 ans plus tard, et dans laquelle il a joué un rôle bien plus important, mais bon, c'est une autre histoire, on verra ça un peu plus tard. Alors, pour être un peu plus complet encore, et on a vu qu'il fallait l'être, il y a un autre cheminement qui conduit à la relativité restreinte. Alors, il est plus récent, il est plus abstrait, il est plus mathématique, mais il est aussi probablement, enfin en tout cas c'est ce que disent les spécialistes, plus rigoureux que celui de 1905. En supposant que l'espace et le temps ont des propriétés de symétrie assez raisonnables, on peut en déduire ce qu'on appelle les équations de Lorentz, qui impliquent l'existence d'une vitesse limite universelle. Mais bon, il reste un problème. Ces calculs montrent bien qu'une vitesse limite apparaît dans les équations, mais ils ne donnent aucune valeur particulière à cette vitesse limite. Et donc, cette vitesse limite pourrait parfaitement être infinie, et dans ce cas, on se retrouverait avec les bonnes vieilles équations de la relativité galiléenne, celles qui ne sont pas compatibles avec les équations de Maxwell, et auxquelles personne ne voulait renoncer, tant elles donnaient de bons résultats. À partir de ce raisonnement, on retrouve donc bien l'existence d'une vitesse limite, mais c'est toujours l'expérience et rien d'autre qui conduit à conclure que la vitesse de la lumière est invariante et donc quelle est cette fameuse vitesse limite. Alors on l'a vu, la deuxième catégorie de contestation ne concerne pas la paternité de la théorie, mais sa validité même. En 1905, la théorie de la relativité restreinte prévoyait tellement de phénomènes aussi bizarres que jamais observés qu'il était très logique qu'elle soit fortement contestée. Et elle le fut avec des arguments mathématiques ou parfois philosophiques, parfois très logiques et bien organisés. Ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin, par exemple, qu'on étudiera en détail plus tard, fut l'objet de très longues discussions. Et au final, comme l'avait très bien pressenti Einstein lui-même, il a fallu attendre près d'un demi-siècle avant que les scientifiques puissent lever les derniers doutes possibles. Et certaines confirmations expérimentales sont même encore plus récentes que ça. Mais pour être tout à fait complet, avant de nous quitter, vous avez peut-être entendu dire que la théorie de la relativité est de nouveau remise en question depuis quelque temps. Alors, c'est tout à fait exact, et puis c'est très simple de remettre régulièrement en question les théories. Il est en effet possible qu'il faille un jour modifier un peu la loi de Newton, celle qui fixe la force de la gravitation, et qui est en quelque sorte incluse dans la relativité générale. Mais même si c'était le cas, ça ne changerait rien et ça ne nous ferait pas revenir en arrière au temps et à l'espace absolu des anciens systèmes philosophiques et scientifiques, de Kant, Newton ou autres. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que ça ne changerait rien aux principes fondamentaux dont on vient de parler et qui fondent la relativité restreinte. Ces principes fondamentaux, vous les connaissez bien maintenant. Il y en a deux et seulement deux, je vais les répéter, tout le reste en découle. Premièrement, les mouvements inertiels sont en relatif, autrement dit, il n'existe pas d'éther ou d'autres référentiels privilégiés qui nous permettraient de dire lequel des deux objets est en mouvement. Les mouvements sont relatifs. Et deuxièmement,
La vitesse de la lumière dans le vide, elle, est la même dans tous les référentiels. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Surtout, conformément à une devise que j'aime beaucoup, qui était celle de la Royal Society, ne me croyez pas sur parole, ne croyez personne sur parole, vérifiez par vous-même et surtout essayez d'approfondir par vous-même. Et pour ça, je vous propose en particulier les documents sur lesquels je me suis appuyé pour réaliser cette vidéo. Alors il y a en premier ce livre très célèbre d'Albert Einstein. Je vous le conseille, même s'il est un petit peu ancien, je crois qu'il a été écrit vers 1916. Il y aura quelques traductions qui sont parfois un peu piégeuses, mais enfin globalement je vous le conseille. Je me suis surtout beaucoup inspiré de ce livre-ci, de Serge Haroche, qui est beaucoup plus récent, qui est très complet. Alors, il ne parle pas que de la relativité, bien sûr, mais c'est tout à fait intéressant. Il y a deux chapitres qui en traitent. Et puis, bien sûr, pour ceux qui voudraient approfondir les choses, en n'ayant pas peur d'un petit peu de mathématiques, ce très célèbre ouvrage de Richard Feynman. Le mien est un peu ancien, maintenant ça a été réédité, mais c'est toujours d'actualité. Je me suis aussi inspiré des articles suivants de Wikipédia. Alors j'en profite pour rappeler au passage que Wikipédia ne doit pas être cru aveuglément. Il faut toujours vérifier par soi-même et par ailleurs les infos, et notamment grâce aux sources qui sont mentionnées au bas des articles. Alors il y a bien sûr cet article, l'histoire de la relativité restreinte, qui a un label, article de qualité, donc il a été relu par beaucoup de contributeurs, souvent assez experts, hein, donc on peut lui accorder un certain crédit, mais enfin il faudra quand même tout vérifier. Et puis consulter peut-être aussi ceci, l'article sur les controverses sur la paternité de la relativité, et l'article sur les critiques de la théorie de la relativité. Alors celui-ci a un label qui est un peu moins prestigieux, qui est le label Bon Article. Enfin, ça veut dire qu'il a aussi été revu par la communauté des contributeurs. Nous avons également brièvement évoqué ceci, la théorie Mond, hein, et aussi, alors je sais pas, quand je disais c'est difficile de mesurer la vitesse de la lumière, j'étais très rapide, mais jetez un œil là-dessus. Vitesse de la lumière dans un seul sens, c'est tout à fait éclairant sur les difficultés que présente la mesure de la vitesse de la lumière. J'ai aussi évoqué une manière de traiter mathématiquement, de manière assez récente, plus récente en tout cas, l'existence d'une vitesse limite dans la théorie de Maxwell pour aboutir à ce qu'on appelle les transformations de Lorentz. Et bon, comme toujours, je mettrai les liens dans la description. Alors, ce sont des notes de cours hein, de Simon Vezina. J'ai trouvé ça, qui est étudiant à Montréal. Et puis plus détaillé, plus rigoureux, plus complet, ce papier de Jonathan Freundlich, qui est maître de conférence à Strasbourg, et qui vous donnera tous les détails utiles. C'est pas d'un niveau monstrueux en mathématiques, bon il faut s'accrocher un petit peu, mais ça reste accessible. Dans la prochaine vidéo, nous rentrerons enfin dans le cœur du réacteur de la relativité restreinte, et on commencera par synchroniser quelques horloges. C'est d'ailleurs comme ça qu'Einstein avait commencé lui aussi avec des questions de synchronisation d'horloges. Et ensuite, on étudiera plus en détail les conséquences de ces deux lois fondamentales qu'on a vues et leur vérification expérimentale. Alors, pensez à vous abonner si vous voulez recevoir une notification quand la vidéo suivante sera prête. Et à bientôt.